Le premier surtout étant assez inquiétant. Vous pourrez vous sédater ce soir au whisky ou au calva. Ben oui, on fait ce qu'on peut. Il y a quand même une longue histoire de la sédation alcoolisée. L'anesthésie d'autrefois, c'était un coup de bâton sur la nuque et un coup de gnôle par devant. Donc, il faut aussi recycler cela, effectivement, comme l'a montré notre sociologue ce matin, dans un contexte culturel qui est quand même très pesant. Et là, on voit que la culture globale, aujourd'hui, est évidemment à celle de la toute-puissance salvatrice, mais mise en échec, j'y reviendrai tout à l'heure, tout en se diffusant sous forme de sous-culture spécialisée, et ça, c'est le drame d'un CHU aussi important et réputé que celui de Rennes, comme ça vient d'être décrit. La culture du chirurgien, de chirurgien en urologie, n'est pas du tout la culture du néphrologue. D'ailleurs, il faut savoir, pour ceux qui sont intéressés, qu'il vaut mieux d'abord aller chez le néphrologue avant d'aller chez l'urologue. Bon. Et oui, parce que le couteau n'est pas placé dans la même ordre de priorité. D'ailleurs, une des relations que j'avais du président des urologues disait qu'on ne se fait pas urologue, et encore moins chirurgien, sans une prédisposition à la castration d'autrui. Et il pensait qu'il y en avait 50% qui étaient prédestinés à ça. Bon. Donc, mieux vaut plaisanter sur ces affaires qui sont épouvantables, hein, surtout la première, celle qui s'est passée à Vitré, et qui démontre une autre chose, c'est une autre leçon à retenir en passage, hein, ce qu'a très bien expliqué Sophie Rocher, et qui fait écho concrètement à ce qui était dit ce matin. Mais qui est le juge de fond de tout ça? C'est la vie telle que le patient la vit. C'est lui le juge, le tribunal suprême. Tout ce qu'on peut faire pour lui, il l'accepte ou pas. S'il décide de passer l'arme à gauche, en dépit des meilleurs soins du monde, il la passe. Et puis si quelques soins qui sont maladroits lui réussissent, pourquoi pas? Donc, ce juge-là n'est pas celui de la justice. Et nous en avons déjà parlé ce matin. Attention, au bâton de gendarme, on est au Guignol. Si les médecins ne font pas leur boulot, le législateur va venir avec son gros gourdin leur taper sur la nuque. Bon, très bien. Mais il n'y en a pas qu'un autre. Il n'y a pas il y a la logique du droit, et puis il y a l'effet juridique dans une circonscription juridique donnée. L'effet du droit, il faut quand même se dire qu'on n'est pas du tout en médecine quand on fait du droit. Comme le disait un grand ponte du droit, il n'y a que pour le juriste qu'un vol de colombe peut être considéré comme un immeuble par destination. Hein, vous êtes choqués, comme tout le monde. C'est-à-dire que le droit a la capacité de classifier, et de classifier arbitrairement en isolant un fait précis de tout son contexte. Et là, on vient d'avoir, avec deux cas, une démonstration dans laquelle il faut faire le contraire. En médecine, il faut faire le contraire, il faut contextualiser. Donc, le droit est forcément d'une extraordinaire puissance d'abstraction. Et sur le terrain, et là, il faut le savoir quand même, il faudrait que de temps en temps, on ait sous la main, dans un congrès aussi beau que celui-ci, le procureur du coin. Parce que le procureur, c'est lui qui dit ou non qu'il y a poursuite à faire. C'est lui qui fait la politique de la justice locale, indépendamment des lois qui existent. Il peut décider que 90% des plaintes qui proviennent des hôpitaux, etc., sont nulles et non avenues et n'ont aucun intérêt pour la suite. C'est lui qui peut dire s'il y a ou non suspicion d'euthanasie dans le cas qu'on nous a cité tout à l'heure. Et à mon avis, il n'y a pas. Si du moins le procureur est averti, si le procureur est intelligent, bon, c'est pas à donner, on ne naît pas procureur intelligent, mais on peut le devenir. À condition, là aussi, d'être informé, de même que les petits camarades du service du CHU, qui n'ont pas bien compris l'histoire de ce monsieur anglais. Et heureusement, ça s'est à peu près bien terminé, si j'ose dire. Il est mort, comme on dit, de sa belle mort. Expression qui a tendance à disparaître au profit de cette mort étouffée sous les édredons et qu'on a appelée la mort endormie ce matin.
Et effectivement, là aussi, il y a un autre point. Vous voyez, le juriste a son point de vue, qui est le cloisonnement, qui est l'arbitraire finalement de la poursuite ou non. Et puis, bien, il y a la chirurgie, la technique. Et vous savez ce qui se répand dans les hôpitaux? Bon, en tout cas à Paris, je ne sais pas si en Bretagne, on m'a dit que oui, mais le dialogue entre deux infirmières, monsieur Untel, l'ai-je bien techniqué? Dans ai-je bien techniqué, il faut entendre que dans techniqué, il y a niqué. Ça peut peut-être vous servir de garde-fou au cas où on se dit que tout se résout dans la performance technique. Mais je ne veux pas dire que la technique est mauvaise en soi. Le dernier exemple, celui du CHU, montre bien qu'il ne faut surtout pas séparer technique et éthique. Il ne faut pas se dire « je suis d'abord un technicien » et deuxièmement, j'arrive avec mon éthique de secours dans une petite sacoche ou sous forme de bombe, vous ne savez pas lacrymogène celle-là, mais chut, une aspersion d'éthique pour bénir ce que je viens de faire. Ce qui s'est passé dans les congrès autrefois, où on faisait d'abord toute sa marchandise, on délivrait toute sa marchandise technicienne, parce que les labos payaient, puis ils étaient à l'œil, à la sortie, ils attendaient de voir si on vendait bien leur camelote. Et puis après, on disait, bon, il faut quand même donner un petit parfum éthique à toute cette cérémonie, autrement, ça n'est pas sérieux. Non, la décision technique, le bon choix technique, la compétence technique sont déjà éthiques. Et ça a été très bien dit tout à l'heure, une technique qui n'a pas de sens devient une machinerie sur des corps machines, et ça peut donner n'importe quoi. Ce qui veut dire qu'au moment où on commence à faire des choix techniques et à choisir les méthodes techniques, la compétence requise, ce que les garagistes appellent dans les règles de l'art, réparer une voiture dans les règles de l'art, eh bien, ça se fait aussi en médecine. Sauf que la différence en médecine et dans les soins par rapport au garagiste, c'est que si le garagiste renonce à prendre sa clé à molette pour démonter et vous rend la voiture en disant « ben voilà, c'est fait », vous allez dire « moi, je ne paie pas ». Tandis que le chirurgien qui vous fait son ordonnance, réclame sa note, classe 2 ou 3, bien sûr, on est chirurgien ou pas, et puis qui vous dit « à mon avis, il ne faut pas opérer », eh bien, il aura fait son boulot. En médecine, ne pas agir, c'est encore agir. Dans les garages, ne pas agir, c'est se foutre de la gueule du monde. Ah oui, il faut se souvenir de toutes ces distinctions-là, c'est extrêmement important. Et pour en finir avec ce préambule, que j'ajoute parce que j'ai entendu des choses passionnantes, ce qui manque au fond, fondamentalement, et là, c'est ce que nous avons conclu à la suite du congrès, un peu comparable à celui-ci en plus long, qui s'est déroulé, où Vincent Morelli était aussi avec moi en Martinique, ce qui manque avant tout, c'est la culture palliative. Et il faudrait qu'elle soit répandue partout, bien évidemment, tout à fait en dehors des services dits de soins palliatifs, qui soient fixes ou mobiles. Il faudrait que ça pénètre dans les familles, il faut que les patients, après tout ce patient anglais, terme qui ressemble un peu à un film où c'était une femme qui était l'héroïne, enfin, une femme qui était l'héroïne et le patient anglais était un pilote amoché. Si les patients eux-mêmes, si les proches eux-mêmes, si les personnes de confiance, j'aime pas trop cette expression parce que dès qu'on convoque la confiance d'une personne, c'est aussitôt la défiance qui naît. Il va me faire un sale coup. Bon. Et c'est ce qui se passe aux Pays-Bas et en Belgique. Pourquoi on ne poursuit pas? Parce que les petites vieilles à héritage, si on peut les aider à passer l'arme à gauche un peu plus vite qu'avant, c'est toujours bon à prendre. On estime quand même à 30% le nombre de meurtres déguisés, au moins aux Pays-Bas. Bon. Quand on dit ça à des Hollandais, ils vous tombent dessus un bras raccourci, mais le fait est qu'on ne poursuit pas. Ça a été très bien dit ce matin. Donc la culture palliative doit être répandue alors que les services eux-mêmes sont en nombre infiniment minoritaire. Mais jamais on n'aura autant de places de lits en soins palliatifs qu'il y aura de malades susceptibles d'être devables de ce type de soins. Donc il est bien évident que là, économiquement, c'est impossible. En revanche, si la culture palliative se développe, on a des chances. Des chances, et il faut savoir, avec un risque, il y a encore une vingtaine d'années, je ne sais pas où ça en est actuellement, les deux services de cancérologie les plus mal classés de France par les journaux, vous savez, où faut-il aller pour être sauvé, c'était Nantes et Grenoble. Je connaissais les deux responsables, qui étaient des gens charmants. Bon, aujourd'hui, sans doute à la retraite. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'envoyaient pas leurs patients
en fin de vie dans un autre service, ils les gardaient. Et donc leurs statistiques étaient effroyables. Alors vous connaissez le truc, hein, se débarrasser des mourants, c'est le meilleur moyen d'être bien coté. Voilà. Alors, tension et intention était mon titre, et je pense que la tension a monté toute seule au cours de cette journée, et que les intentions vous paraissent peut-être encore plus suspectes qu'avant de rentrer dans cette salle. Êtes-vous même au courant de vos propres intentions? Sont-elles blanches ou noires, bonnes ou mauvaises? Et oui, nous ne sommes pas ici dans le juridique, parce que dans le juridique, la seule chose compliquée, c'est de savoir si l'individu suspecte ment ou pas. En effet, dans la justice, on a un principe très simple. À la suite d'une mort survenue de manière violente, avec un coupable aussitôt arrêté, la seule question qui prime, c'est avait-il eu non ou non intention de donner la mort? Vous savez, c'est la grande classification. Le droit, il n'y va pas par quatre chemins, hein, avec ou sans intention de donner. Si c'est avec intention de donner, c'est un assassin. Si c'est sans intention de donner, c'est un meurtrier. Bon, la différence est quand même assez importante. On peut risquer 30 ans incompressibles dans le premier cas, et on peut quelquefois s'en tirer tout, sans rien dans le second. Alors bien sûr, les juges ne sont pas idiots, ils vont ensuite dissocier. Et c'est là que le problème de l'intention par rapport à l'action commence à se poser au point de vue judiciaire. En effet, vous avez prévu un guet-apens. Vous êtes là avec votre 38 spécial. Votre future victime arrive. Vous avez envie de la plomber parce que c'est quelqu'un qui a séduit votre femme, piqué votre argent en banque, je ne sais pas. Et puis, deux choses l'une, voilà que vous êtes prêt dans le coin, et puis la personne ne se présente pas. Ah, en revanche, c'est un fourgon de police qui arrive. Et on vous embarque. Vous n'avez tué personne. Deuxième situation. Votre victime arrive, enfin, victime potentielle arrive, il n'y a pas de police, pof, votre pistolet s'enraye. Et là, la police arrive et vous vous faites arrêter. Alors, là, vous commencez à voir que, même à travers cet exemple tout bête, hein, qui est celui des procès d'assises, il y a ou pas intention de donner la mort, et puis il y a, avec intention de donner la mort, des situations où l'action ne suit pas l'intention, ou suit l'intention. Et là, vous l'avez tué, bon, donc vous êtes un assassin, avec préméditation, parce qu'il y a encore ça, il y a l'intention d'avant, la préméditation. Vous voyez, le terme méditer est là-dedans. Donc, cette affaire d'intention par rapport à l'action, action qui peut se révéler, comme je l'ai dit il y a un instant, non agir. Hein? En médecine, ne pas faire, c'est faire. Dans les soins, ne pas injecter, ne pas faire ceci ou cela, c'est faire. Bon. Donc, on a un double problème. Un problème de l'intention, qu'est-ce qu'elle vaut? Quel est son rapport à l'action? Est-ce qu'elle est automatiquement liée à l'action ou au contraire par accident déliée de l'action? Ce n'est pas facile à savoir. Et il y a un deuxième problème, de quoi se nourrissent nos intentions? Parce que là aussi, le droit va dire ou vous aviez l'intention de tuer ou vous ne l'aviez pas, mais qu'est-ce qu'il va répondre le prévenu? S'il vous dit « Ah ben après tout, je ne sais plus ». Mais enfin, vous vouliez vous venger de l'amant de votre femme. Ah, peut-être ben. Non, mais ça arrive. Eh bien, parce que nous ne sommes pas au clair avec nous-mêmes, parce que l'intention n'est pas qu'une affaire de conscience, c'est aussi une affaire d'inconscient ou d'inconscience. C'est aussi une affaire de pulsion, c'est une affaire un peu compliquée. Alors, pour essayer d'y voir clair, et en dépit de l'heure tardive, on va vous saouler un petit peu de doctrine pour essayer de mettre un petit peu de clarté dans ces affaires qui ne sont pas commodes, tout en sachant que la seule bonne méthode pour faire de la philosophie en matière de médecine et de soins, c'est de pratiquer, ne soyez pas choqués, le va-et-vient. Il s'agit de partir effectivement de situations concrètes au lit du patient, de se poser des questions qui sont des intuitions, qui sont des impressions, qui sont des affects, de chercher ensuite à convoquer ceux
de la philosophie ou de la littérature, je vous citerai pas mal de littérature, qui peuvent aider à mettre du clair, à mettre des mots sur ce que vous ressentez plus ou moins confusément. Et une fois ainsi armé, vous revenez sur le terrain un petit peu moins idiot qu'avant, un peu plus efficace qu'avant, en tout cas un petit peu plus lucide qu'avant, y compris dans cette lucidité par excellence consistant à se dire, on l'a entendu tout à l'heure, après tout, je n'ai pas la réponse, je n'ai pas la solution. On est dans des situations ouvertes, l'ennui étant que, il va quand même falloir décider. Sauf qu'à la différence du juge, je vous signale, il y a encore un petit avantage qui est le vôtre par rapport à celui du juge judiciaire, c'est que vous pouvez ne rien décider, laisser aller, tandis que le juge est obligé de décider. Vous voyez, donc il y a une culture juridique et une culture judiciaire qu'il faut bien aussi connaître pour qu'il n'y ait pas de dialogue de sourds entre les deux, parce que la situation entre les deux tend à devenir quelque peu conflictuelle, comme chacun sait. Alors, mes deux questions donc, sur l'intention, quelle est-elle, et son rapport à l'action, quel est-il? Eh bien, d'abord, il faut reprendre la définition, mais vous savez, les définitions sont suspectes, sont toujours des pièges. Dès que vous ouvrez le dictionnaire, vous êtes piégé. L'intention, c'est des dictionnaires, même philosophiques, une action de la pensée visant un objectif en termes d'action. Et évidemment, on voit tout de suite le piège, c'est que l'intention se définit d'avance comme une action, mais une action de la pensée. Mais une action qui n'est pas que de la pensée, parce que s'y ajoute une imagination, et on va le revoir dans les affaires de directives anticipées, s'y ajoute du désir, ou de l'absence de désir, s'y ajoute une volonté, ou une absence de volonté, et donc, vous connaissez tous la même chose, moi ça m'arrive assez souvent, ma femme me dit en partant, elle part à son tribunal, est-ce que tu as l'intention d'aller acheter le pain? Je dis oui. Et puis après, je me dis, j'ai pas envie, donc le désir n'y est pas. Elle passe devant en voiture, elle pourrait faire un petit arrêt, et puis au dernier moment, je me dis, midi moins 5, là, il faut quand même que j'y aille. Pof, un coup de téléphone, un mail urgent de l'université. Ah ben non, je ne peux plus. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Autrement dit, il y a deux leçons à tirer tout de suite. L'intention est une chaîne. Ce n'est pas une entité pure, aérienne. Là, c'est une illusion quand on croit cela. Et vous savez la définition d'une chaîne, tous ceux qui font du bateau, ici. On est en Bretagne quand même. La force d'une chaîne est celle du plus faible de ses maillons. Autrement dit, on peut avoir les meilleures intentions du monde, la meilleure intention du monde peut foirer à cause du plus faible de ses maillons. Un désir mal foutu, une demande mal tournée, contradictoire, une volonté qui défaille, tout ce que vous voudrez. Donc la pureté des intentions, on y reviendra. Deuxième élément, deuxième conclusion de ma petite histoire qui ne mange pas de pain, c'est l'action ne suit pas parce qu'elle est empêchée. Alors du point de vue philosophique, on a une philosophie de l'intention divisée de l'action qui est bien connue, c'est celle d'Emmanuel Kant, que tout le monde a appris en classe terminale, et qui a fait dire à Péguy cette formule quand même un peu sévère: le kantisme a les mains pures, mais il n'a pas de mains. C'est-à-dire, il a de belles intentions, mais l'action ne suit pas. Et pourquoi ne suit-elle pas? Kant nous donne la réponse, et il faut la prendre au sérieux, parce que Kant est quand même nettement plus malin qu'on ne pourrait le croire en se contentant de cette formule. Eh bien, tout simplement, c'est que l'intention relève de notre liberté morale, et l'action dépend de l'état phénoménal des choses qui sont en dehors de nous. Or, de quoi les phénomènes sont-ils les fidèles sujets? Pas du tout de nos intentions, mais des lois déterministes de la nature. Donc, le jour où vous avez l'intention de freiner en voiture parce qu'il y a un obstacle, votre pied enfonce la pédale,
dans un vide éblouissant, plus de liquide de frein, et vous n'avez pas révisé la voiture, ou bien vous a saboté votre voiture, et là vous êtes dans la situation de phénoménalité objective décrite par Kant. Intention de freiner, pas de frein dans la voiture. Ou bien y a-t-il un pilote dans l'avion? Il n'y a pas de pilote dans l'avion. Ou bien vous avez l'intention de voler jusque vers Saint-Pétersbourg, eh oui, ça vient d'arriver, et il y a une bombe dans l'avion. Peu importe qu'il y ait un pilote, la bombe fait office de pilote pour la direction directe vers le sol, en petits morceaux. Bon. On est dans une situation où le déterminisme a le dernier mot. Et pour une part, en médecine, c'est ce que je disais en commençant, vous avez beau faire, vous ne savez pas comment la nature... Hippocrate ne parlait pas de la nature du patient en général, il disait les natures au pluriel. Chacun a sa petite nature à soi. Et par conséquent, vous ne savez jamais exactement ce que vous allez faire. Et cette nature est inconnue à vous, de vous, comme du patient. Donc le déterminisme pèse lourd. Alors c'est vrai. Et pour une part, c'est la première histoire, la première vignette de ce soir, il y a un déterminisme de la mauvaise organisation du passage de témoins d'une équipe à l'autre. Dans l'histoire numéro 2, c'est quasi un déterminisme, l'inculture crasse en soins palliatifs de l'équipe chirurgicale. Alors ils sont amendables dans ce côté-là. Et du coup, ils vont réviser leurs intentions. Et là, on a un point fort chez Kant. L'intention, oui, elle se révise. L'intention, ça se travaille. L'intention n'est pas quelque chose qui apparaît comme ça. Parce que l'intention, on pourrait la confondre avec le désir, avec la demande, avec le souhait, avec le vœu ou avec la pulsion. Et là, pour avoir un exemple précis, pas médical, mais juridique, judiciaire même, que j'ai lu dans un livre, le coup de la pulsion, c'est celle du violeur. C'est pas moi qui ai violé, c'est la pulsion. Alors il y a la petite histoire du juge américain qui dit, il y a le violeur qui est là, il dit « Très bien monsieur, c'est pas vous ». Oui, non, non, c'est pas moi, et il montre son organe du doigt en disant « C'est pas moi, c'est lui ». Tout le monde a compris, hein bon. Alors le juge dit « Bon, écoutez, très bien, j'admets tout à fait votre défense, elle est parfaitement légitime. Par conséquent, je condamne lui à la prison à vie, et vous, monsieur, vous êtes libre. » Bon, il n'y a pas de fin à l'histoire, hein, évidemment. Vous avez ici, donc, la possibilité... Alors, ne parlons pas de viol, parlons d'actes réflexes. La baffe qui part toute seule, hein, parce que le gamin vous a énervé. Bon. Sauf que maintenant, c'est répréhensible à cause de l'Europe. Bon. Mais le réflexe, ça existe aussi. Qu'est-ce que c'est alors qu'une intention ? Bien, une intention, c'est assez proche à ce moment-là de ce que Husserl appelle l'intentionnalité, c'est-à-dire l'acte de la conscience de viser quelque chose. Toute intention est tension vers quelque chose. Intention d'objet. Et par conséquent, toute conscience est conscience de quelque chose. On a là quelque chose qui est extrêmement important, c'est-à-dire on n'est pas dans le réflexe, on n'est pas dans la pulsion, on n'est pas dans l'émotion, on n'est pas dans l'affect avec lesquels on peut nourrir des intentions, avec lesquelles on peut aussi confondre cela avec des intentions. Dans l'intention, il faut un cran au-dessus. Mais derrière cette visée claire qui est celle de la conscience, il y a malheureusement aussi pas seulement un cran au-dessus, mais un cran en dessous, voire plusieurs crans au-dessous. Autrement dit, nous ne sommes jamais sur un sol ferme où nous voyons le ciel des belles intentions ou des mauvaises intentions. Nous sommes à un étage avec en dessous un sous-sol, un entresol, une cave et même un puits sans fond où grouillent dans le noir des substrats intentionnels extraordinairement douteux et souvent inconnus de nous. Alors l'exemple qui était cité tout à l'heure ce matin par vous sur les demandes du patient, bon, c'est évident, et là on ouvre son petit Jacques Lacan favori qui vous explique de manière très simple, il faut tout de suite le comprendre, que derrière la demande, il y a quoi ? Il y a un discours biographique, hein, comme dit Ricoeur, c'est-à-dire on raconte sa vie, et puis il y a un mélange de besoins et de désirs. Et par conséquent, la demande est toujours un résultat composite qui peut être contradictoire.
docteur, dites-moi tout, mais surtout pas que j'ai un cancer. Ou en soins palliatifs, ou comme disait un personnage de Dostoïevski, docteur, si vous ne me tuez pas, vous êtes un assassin. Vous voyez les... Alors ça explique pourquoi certains patients persistent à consulter de très mauvais médecins. Parce que leur demande de guérison est en fait nourrie d'un extraordinaire besoin de ne pas réussir à guérir à cause des bénéfices secondaires de la maladie. Autrement dit, l'intention qui paraît claire de point de vue de celui qui nourrit des intentions incite celui qui les entend, parce que du coup, ça veut dire qu'on n'est jamais tout seul à avoir des intentions. On est toujours dans une relation, et cette relation aspire elle-même à être un dialogue, puisqu'il faut qu'un autre se fasse l'écho, se fasse l'herméneute, c'est-à-dire l'interprète, et donc entre dans un décodage. Et c'est particulièrement vrai quand il s'agit des personnes âgées ou très âgées. Tout le monde sait exactement que tout d'un coup, la personne qui se dit « j'en ai marre de la vie, je veux arrêter », etc., il faut commencer par se demander « est-ce que l'aide-soignante qui doit la nourrir n'est pas changée depuis ce matin ?» Auquel cas, ce n'est pas la nourriture que la personne refuse, c'est le changement d'aide-soignante. Donc le décodage peut s'imposer, et le décodage vaut pour tout le monde. Et c'est pour ça que le grand dada des soins palliatifs, on peut le dire, c'est apaiser les douleurs pour commencer, et vous avez déjà un changement dans les demandes affichées par les patients. Et vous avez des tas de demandes qui sont en fait des appels au secours. Et certaines demandes peuvent être d'ailleurs extraordinairement compliquées. Bon, on vient d'en avoir un exemple avec, j'y reviendrai tout à l'heure, mais le docteur Bonnemaison, hein, qui porte bien son nom, mais qui n'est même pas fichu de suicider proprement. Non, mais quand on y réfléchit, c'est extraordinaire. Et ça me rappelle une histoire épouvantable, alors pire que les vôtres, hein, même à Vitré, survenue à Georges Pompidou il y a 4-5 ans, dont on s'est servi pour un congrès de la Société des réanimateurs de langue française. Une personne d'origine japonaise se défenestre du 5e étage. Alors là, on peut dire, voilà une intention affichée. Hein, c'est mieux qu'un papier remis chez le notaire. Elle arrive en petits morceaux. Mais elle n'est pas morte. Les gens de l'hôpital Pompidou, que je connais, hein, ont été très hésitants. Hein. Du coup, vous voyez l'intention. Et puis, ben, la médecine l'emporte. L'intention est structurante en médecine, il faut tout faire. Quitte à dépasser la ligne, malheureusement. Donc, ben, ils entament la réparation, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, là, on est dans le bricolage. Hein. Et après des mois de bricolage, c'est-à-dire de recollage des petits morceaux, voilà que la personne s'en tire même pas défigurée, alors qu'elle était photographe de mode, simplement amputée d'une partie des jambes. Bon, elle repart au Japon, et de là, elle envoie une lettre, traduite, et elle dit « Maintenant, je suis heureuse ». Alors, vous voyez, bon, on l'a interprété en termes de psychanalyse, bien entendu. Son mal-être était tel dans la vie courante que ce passage à l'acte, alors oui, elle a eu l'intention de se défenestrer, et en choisissant le 5e étage, on peut, nous qui ne sommes pas suicidaires, penser qu'elle a choisi l'étage adéquat pour que ça paraisse sérieux. Mais que ça soit limite. Parce qu'au 50e étage, là, c'est la petite histoire bien connue qui prévaut. Hein. Au 10e, on dit ça va. Au 9e, ça va toujours. Mais on sait que du 50e, bon, même si de temps en temps, un type tombe d'un avion et n'est pas mort, c'est arrivé quelquefois, mais c'est rarissime. Tandis que se défenestrer d'un entresol, ça ne paraîtra pas très sérieux. Ou ne prendre qu'un cachet en laissant une lettre d'adieu. Hein. Donc vous voyez, l'intention ici apparaît extraordinairement floue et il a fallu un décryptage et c'était extraordinairement troublant pour tout le monde. Qu'est-ce que nous devons faire pour cette femme, sachant que par-dessus le marché, au lieu de la lettre de remerciement étrange qui est arrivée par la suite, ça pourrait tout aussi bien être « maintenant j'ai porté plainte, hein, vous m'avez secouru, etc. » C'est pour ça que le suicide n'est jamais considéré comme un droit, mais comme une simple latitude. Autrement, porter secours à un suicidaire qui a raté son coup et fait une tentative de suicide, puisque c'est 9 fois sur 10, enfin, finalement, qu'on appelle au secours en voulant se suicider, à ce moment-là, on serait tous répréhensibles. Donc, vous voyez, l'intention, ça devient un extraordinaire maquis. Et alors, quand on rajoute plusieurs couches, je ne vais pas vous faire un cours de philo à cette heure tardive, mais tout de même, il nous dit,
en employant le jargon de l'époque, la maxime subjective de notre action, de mon action. C'est-à-dire mon intention de faire ceci ou cela. Eh bien, il dit, pour être sûr que l'intention est morale, vous voyez, on est loin de Péguy et de sa critique, il faut se demander si la maxime subjective de mon action peut être érigée en loi morale universelle. C'est-à-dire, est-ce que l'intention que j'ai peut être érigée en loi morale? Exemple, je dois emprunter de l'argent à Trucmuche. Est-ce qu'il est moral d'avoir l'idée d'emprunt et de restitution? Ou bien est-ce que c'est moral d'avoir l'intention d'emprunter et celle de ne pas rendre? Eh bien, si vous avez l'intention d'emprunter sans rendre, il y a contradiction, destruction du concept intentionnel d'emprunt, et ça n'est pas moral. Alors on pourra chicaner sur le fait que ce formalisme oblitère quelque peu le raisonnement de Kant, mais on comprend très bien parce que, regardez aujourd'hui, les gens de la DMD qui réclament une législation, qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Ils veulent que leur volonté de mettre fin au jour de tel individu, c'est ce qui est arrivé à Caillavet. Pourquoi il était président de la DMD? Parce qu'il a tué son père avec son frère. Au nom de l'adage, les Caillavet meurent debout, on le sait maintenant. Et le père Caillavet n'était pas malade. Alors pourquoi vouloir une législation? Au lieu de dire c'est une tragédie intime qui ressemble aux tragédies grecques, c'est pour moraliser quelque chose dont on soupçonne que ça ne l'est pas vraiment ou pas du tout. C'est-à-dire qu'on veut reporter la culpabilité sur une loi objective de la société pour ne pas avoir à porter soi-même ce fardeau. Autrement dit, de manière kantienne, ça s'explique fort bien. Je veux que la maxime de mon action soit légitimée moralement par la loi de l'État. Tandis qu'autrement, je me retrouve avec mon intention sur les bras, mon acte sur les bras. Et comme l'a dit quelqu'un d'ailleurs ce matin, peut-être bien qu'il faudrait, au contraire, assumer. Et vous savez, c'est ce que font les médecins suisses dans les cas limites. Ils pratiquent au fond ce qu'on a appelé un peu maladroitement l'exception d'euthanasie, en disant mais quand l'éthique ne peut plus rien gérer et qu'on passe au tragique, il faut l'admettre. Ce qui n'a rien à voir avec Dignitas et les autres guignols qui font de l'euthanasie sur commande, parce que là, je vous signale que ça remonte à une loi suisse de la fin du XIXe siècle, qui remonte à un fait extrêmement limité, à savoir, est-ce qu'on doit conduire en prison un officier qui a prêté son pistolet à un de ses camarades qui, après un chagrin d'amour, voulait se suicider. Et c'est à partir de là que la Suisse a admis que, par altruisme, on pouvait aider quelqu'un à mourir. C'est ça le suicide assisté suisse. Alors les Suisses sont suisses, donc c'est très spécial, hein. Mais les Suisses, par ailleurs, réprouvent l'euthanasie. C'est pour ça que si vous êtes client de Dignitas, je vous signale, on vous fera rien. On va vous donner le sac plastique pour vous étouffer vous-même et des trucs comme ça, mais on n'y touche pas. Ça se fait dans une camionnette, comme au Bois de Boulogne, certains actes. Oui, parce que les gens dans les immeubles n'ont pas apprécié la chose. Bon, puis il faut quand même avoir de l'argent pour ça. Mais la Suisse, c'est vraiment l'exemple à ne pas prendre parce que ça n'a rien à voir avec la Belgique ni les Pays-Bas. Ça n'a rien à voir avec les revendications actuelles des militants de la DMD chez nous, qui en fait bien souvent, j'ai eu des aveux, y compris de leur président, hein, avec qui on s'engueule régulièrement dans les émissions de radio ou en public. En fait, il ne veut pas avoir mal au dernier moment. Bon. Mais oui, mais ça se comprend. À ce moment-là, on pourrait se réconcilier sans qu'il y ait besoin de mobiliser tout un arsenal. Mais je crois que cette affaire d'intention moralisée par la possibilité d'ériger son intention d'agir en loi morale universelle, c'est quelque chose qui est sans doute une des réponses kantiennes au pourquoi réclamer une législation, pourquoi ne pas se contenter de dire « Eh bien oui, il y a des tragédies, on va les juger au coup par coup ». Et le pauvre petit vieux là, dont on vient de parler il y a quelques semaines, hein, qui dit ben, « Mon épouse, ben oui, bon ben, je l'ai étouffée ou j'ai mis de la strychnine dans le sirop ou je ne sais quoi, mais pour qu'elle s'en aille, bon ben, peut-être qu'il n'y a pas besoin de mobiliser la justice pour ça. C'est à voir au coup par coup. Peut-être que ce serait plus sage de se dire, ben oui, il y a de la tragédie dans l'air. Et après tout, au combat, que font les militaires quand un camarade blessé sur le champ de bataille, que l'ennemi approche et qu'on sait que s'il tombe entre les mains de Daesh, on va le zigouiller, le brûler vif ou je ne sais pas quoi, ben il l'achève. Il faut penser à la médecine de guerre, on y pense aujourd'hui. Il faut peut-être penser aussi à l'euthanasie de guerre, si j'ose dire.
qui dit, bah oui, il y a du tragique. La condition humaine, c'est aussi ça. Mais n'en faisons pas, justement, ce qui ruinerait l'éthique, la moralité dans son ensemble. Bon. Alors, le grand problème, à ce moment-là, ça devient celui de la contradiction. Alors, vous me direz, il y a moyen de passer au travers. Et mon exemple, si vous racontez à un Libanais l'exemple de Kant, à savoir que c'est pas bien d'emprunter sans rendre, sans l'intention de rendre, le Libanais va vous rire au nez. Pourquoi ? Par comment un Libanais emprunte-t-il ? Il emprunte avec la conviction qu'il ne rendra pas. Mais celui à qui il emprunte sait qu'il ne sera pas restitué, qu'il ne reverra pas ses sous. Donc il emprunte à un deuxième, qui lui-même sait qu'il ne reverra pas ses sous. Donc il emprunte à un troisième, et ainsi de suite. Ce qui fait que les Libanais sont tous riches, parce qu'ils ne remboursent jamais. Hein ? On peut ruiner un pays tout en fonctionnant comme ça, par des biais. Bon. Mais la difficulté à ce moment-là, c'est que, vous voyez, on est dans le pragmatisme. On n'est plus dans la moralité des intentions, on est dans cette forme de rattrapage, et c'est ce qu'on a appris en voyant la différence, par exemple, entre les conceptions anglaises, grand-bretonne et non-bretonne, petite-bretonne, la conception anglaise qui est, bon, on fait avec. Donc c'est encore une autre conception, c'est-à-dire il y a un apprentissage des faits tels qu'ils sont, les gens ne sont pas des saints, la médecine n'est pas sainte non plus, hein, bien qu'elle le prétende, et les médecins ne sont pas des assassins en puissance non plus. Donc, ben, on va essayer d'aménager les choses. Vous voyez, ça c'est l'option pragmatique. Mais alors, l'intention va prendre encore une troisième dimension, avec ce qu'on appelle aujourd'hui la position libertarienne. Alors vous la connaissez sans doute pas, parce que c'est seulement très récemment, m'a-t-on dit, que l'ouvrage majeur d'un certain Tristram Engelhardt Jr., fondateur de la bioéthique internationale moderne et dominante, avait été traduit en français. Je ne sais pas si c'est le volume de 1986 ou celui de 91 ou 92 qui l'a été, mais c'est une position qui nous est importée des États-Unis et qui fait des ravages en France de manière toute douce parce que vous ne savez pas d'où ça vient. Alors, libertarien pour dire « je fais ce que je veux, je suis maître de ma vie », et c'est une position philosophique. C'est celle de beaucoup de gens de l'ADMD, en dehors de ceux qui se plaignent simplement du risque de souffrir au dernier moment. C'est « mon corps est ma propriété », d'où le slogan « je suis libre de mon corps », d'où l'application de la règle juridique à propos du corps « ius usus abusus fructus », qui veut dire en bon français droit d'user, d'abuser, c'est-à-dire de vendre, et de jouir. Bon, c'est comme ça que la prostituée standard se prétend travailleuse du sexe. Hein, c'est au nom de ce principe. Mais là, on a un cran de plus avec les libertariens. Il n'y a pas que mon corps, parce que je peux dire à la fois je suis certes mon corps, quand je le sens comme tel, c'est mon corps propre, mais en même temps, quand mon corps, je le considère de manière objective, j'ai mon corps. Et quand je suis malade, alors c'est encore pire que ça, mon corps devient tellement extérieur que je voudrais bien m'en débarrasser, alors que je suis prisonnier de mon corps. Tout le monde fait ces expériences-là, un va-et-vient entre l'être et l'avoir. Eh bien, il y en a un certain nombre, et là, j'avoue que ça dépasse mon entendement, ça a dépassé celui du philosophe Hans Jonas, hein, comme la baleine, comme l'homme dans la baleine, ou au cachalot de la Bible, qui a écrit un très joli petit bouquin qui s'appelle « Du droit de mourir ». Et là, on peut voir que cette revendication du droit de mourir est extravagante, parce que qu'est-ce qui fait que nous sommes des sujets de droit ? C'est que nous sommes vivants. Or, est-ce que nous pouvons, en tant que vivants, disposer du droit par rapport à cette vie qui est la condition de tout droit possible ? C'est la même contradiction dans le suicide, hein, où le suicide est certes un acte de liberté absolue, mais qui supprime les conditions d'exercice de la liberté, puisqu'une fois suicidé, vous n'êtes plus libre. Alors c'est cette contradiction qui est au fond de la doctrine libertarienne. Je suis comme à l'écart de ma vie, je suis comme dans ces histoires de vous voir aujourd'hui Second Life, où vous avez un avatar sur un écran d'ordinateur, et on en est maintenant grâce, merci la Hellbooks nouvelle qui vient de sortir, n'est-ce pas, où nous serons dans la réalité immersive, ça sera notre third life, notre troisième vie. On vivra dans la fiction.
eh bien, on peut considérer que notre vie physique, qui fait qu'on est des sujets de droit, on peut se mettre à l'écart. Ce qui fait que certains, un peu rigolos sur les bords, mais fort logiques, mais les délirants sont toujours logiques, chacun sait, en ont déduit qu'un avortement, c'était pour l'embryon un suicide par procuration. Il faudra des heures pour méditer ça, parce que... Donc, je vis quand je veux, comme je veux, aussi longtemps que je veux, et au fond, j'ai admis le droit de naître, que je peux refuser. Et c'est le même sénateur Caillavet, qui défendait la DMD, qui a écrit dans les années 2001, enfin, c'est dans les cahiers du CCNE, viendra bientôt le jour, le jour où un enfant pourra avoir le droit de ne pas naître, s'il est handicapé, ce que les Américains appellent wrongful birth, c'est-à-dire la naissance péjorative qui donne lieu à une wrongful life, une vie péjorative. Et c'était à l'origine de l'affaire Perruche. En dessous de tout ça, vous avez l'affaire Perruche. Alors, le libertarisme, c'est ça. Donc, vos intentions, quelles vont-elles être dans ce contexte? Elles vont être celles de cette doctrine éthique qui a pour elle la force de l'empirisme ambiant, qui s'appelle utilitarisme, que les Français ne comprennent absolument pas, parce que dès qu'ils ont souligné le mot utilité, en anglais utility, ils croient que être utile, c'est ce qui sert à quelque chose. Hein? D'où le problème, vous savez, de tous les soignants dans les services d'EHPAD, de gérontologie et tout ça, qui nous disent, est-ce que nous ne sommes pas bien dans notre peau parce que par hasard, on sert des personnes qui sont devenues des inutiles et qui se considèrent comme inutiles. Pour les réconforter, il n'y a qu'une formule, c'est de dire, de toute façon, personne ne sert jamais à rien. Mais oui, la personne humaine en tant que telle ne sert à rien. Bon. Donc, il ne faut pas classifier les humains entre ceux qui servent à quelque chose et ceux qui ne servent à rien. Ce n'est pas les personnes qui servent à quelque chose, c'est vous en tant que vous avez une puissance de travail ou quelque chose de ce genre. Bon. Donc, l'utilité ne veut pas dire, dans l'utilitarisme, être utile à. Utilité veut dire ma préférence. Le bien, c'est ce que je préfère. Et donc, la moralité de l'utilitarisme, c'est tout simplement celle-ci. Quand on s'adresse à son médecin, fais-moi mon bien. Et quand le médecin dit, mais quel est ton bien? Mais la réponse, c'est ce que je veux, c'est ce que je préfère. En français, nous pensons tout de suite à la fameuse histoire du sadique et du masochiste. Hein. Le masochiste demande au sadique, fais-moi mal. Que répond le sadique? Non. Que répond le maso? Merci. Hein? Fais-moi mon bien. Bon. Alors, on va conclure là-dessus. Application concrète. Nos intentions, quand il s'agit de l'entrée quelque part, eh bien, je dirais, l'intention commence par l'attention. C'est l'accueil. Les gens ne viennent pas par plaisir dans un service de soins palliatifs. Ils y ont été contraints par leur État ou envoyés par leur médecin ou par l'hôpital. Et avant d'avoir la moindre intention, puisqu'elle est déjà là, je vais m'occuper d'eux, autrement vous n'êtes pas en soins palliatifs, vous laissez ouverte une place pour qu'ils puissent s'y poser. Ça veut dire être en position d'écoute. Et il faut espérer que le service d'accueil porte bien de son nom, au lieu de commencer par l'embêter avec des formalités. Et c'est à partir de là que peut s'effectuer ce qu'on appelle une information. Je déteste absolument la théorie de l'information des communicants. Vous savez, d'ailleurs, il y en a un qui a dit « la communication tue l'information et réciproquement », qui est un disque dur, envoie le message dans un disque dur et l'information est complète. Vous n'êtes pas un disque dur, le patient n'en est pas un non plus. Informer, c'est mettre en forme. Communiquer, c'est mettre en commun. Ça veut dire attention, écoute, mise en commun, mise en forme, et donc projet commun, et donc collaboration, partenariat de soins, comme vous voudrez. Et là, vos intentions, comme celles des autres, commencent à se clarifier. Alors, les intentions, elles vous arrivent éventuellement avec le codage, la machine maintenant qu'on va mettre en place de directives anticipées. Oh là là, si vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, comment un bien portant peut-il anticiper de ses maux futurs? Comment peut-il prendre des engagements envers soi-même alors que juridiquement, nul n'est tenu aux engagements pris envers soi-même? Comment faire face à ce qu'en Amérique on appelle le disability paradox, qui est que,
Avant, on ne veut pas, et une fois qu'on est tétraplégique, on veut toujours vivre. Exemple de la défenestrée de tout à l'heure. Autrement dit, on a ici un énorme problème. Et une des suggestions les plus astucieuses de ces derniers temps est de dire, si ça vous amuse à 2% d'entre vous, de faire une déclaration d'intention toujours du type où on mélange demande, souhait et désir. Hein. Je ne veux pas souffrir, je ne veux pas d'acharnement, mais si Chevènement avait écrit ça, il ne serait pas en vie. Hein. Et moi, je suggère que si un jour j'écris, je mettrai tout à la fin, prière au médecin de ne pas en tenir compte. Ah oui, c'est une façon comme ça, si ça devient obligatoire. Une idée astucieuse, c'est de dire, allez, pour les généralités, tant que vous voudrez, mais une fois que vous êtes entré en maladie, si vous n'êtes pas mort tout de suite, là, on révise les positions. Si vous êtes insuffisant respiratoire chronique, d'accord, pas d'intubation in fine quand vous étouffez au dernier moment. Donc ça pourrait peut-être être fait, mais ça rentre dans ce que je disais tout à l'heure, c'est la communication, c'est quelque chose d'autre. Alors, pour terminer, je vais vous choquer par deux petits textes. Hein. Un de Fritz Zorn, dans Mars, un bouquin qui décrit la vie d'un cancéreux et qui nous explique ceci, que la meilleure idée que j'ai jamais eue était d'avoir un cancer. Pourquoi? Mais parce qu'il a une vie épouvantable, il est affreusement dépressif, et je vous lis un petit peu ce qu'il dit. Il se met même dans la position de Satan, révolté contre Dieu. Comme lui, j'ai voulu ma maladie et mon cancer, voulu être précipité dans les abîmes de ténèbres pour être ailleurs que dans ce monde dépressif. Bon, voilà quelqu'un qui, s'il avait écrit ses directives anticipées, aurait écrit « Je veux un cancer ». Inversement, dans le pavillon des cancéreux, il y a un homme décrit par Solzhenitsyn, on lui dit « Le traitement va vous priver de votre virilité ». Et là, il dit « Est-ce que sans cela, je mets des guillemets, je peux continuer à vivre ?» Vous voyez, imagination anticipative. Alors, je finirai par un petit morceau que j'emprunte à une de mes ex-étudiantes, qui est neurologue, chirurgienne de neuro à la Pitié-Salpêtrière, qui a écrit, vous l'avez peut-être vu, elle a publié sur Internet, c'est de Anne-Laure Bock, un poème pour Vincent Lambert, pour montrer comment les intentions ne marchent jamais du même pas, parce que tout le monde est dans ce que Nietzsche appelle le ressentiment, c'est-à-dire la vie qui se tourne contre elle-même. Alors le médecin, il veut en finir, il n'a pas réussi à le sauver, il a peut-être envie de le faire mourir, c'est son dernier pouvoir. Les proches, ben, ils se déchirent. Les uns veulent ceci, les autres veulent cela. La justice, elle patauge. Donc, comment voulez-vous faire ça? Alors, je vous lis, il y en a pour 5 lignes. Que se passe-t-il dans la tête de Vincent Lambert? Le vide et le rien et la nuit. Dans la tête de son épouse, il y a l'amour et le chagrin et l'épuisement. Dans la tête de ses parents, l'amour et le courage et l'entêtement. Dans celle des médecins qui pratiquent l'euthanasie, la compassion et la toute-puissance et la confusion. Dans la tête des malades qui font l'objet d'une euthanasie, il y a la détresse. Dans la tête des médecins qui s'adonnent à l'obstination déraisonnable, il y a le tourbillon des actes et l'abandon à la technique et l'aveuglement. Dans la tête des médecins de soins palliatifs, c'est pour vous, il y a l'accompagnement et l'humilité et le dévouement. Ouf. Dans la tête des membres de l'ADMD, des certitudes et volontarisme et le militantisme. Et dans la tête de nos concitoyens, peur de la mort, appréhension devant la vie, dégoût du handicap, envie d'être aimé tel qu'on est, des désirs contradictoires. Voilà, bonne méditation. Merci.